j'arrive, je viens papoter. On est le mardi 2 mai, donc ça fait un petit moment que je suis pas venue, oui. Désolée, j'ai laissé tout ouvert parce qu'il fait hyper beau, donc on va essayer d'entendre les bruits extérieurs, les tondeuses, les voitures, enfin tout ça, tout ça. Donc j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour un petit vlog, pour vous parler un petit peu de mes lectures, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai aimé, tout ça, tout ça. Donc il y a quand même pas mal de choses entre les séries et les lectures. J'ai un oiseau qui est rentré dans la maison, mais c'est pas possible. Il ne sait plus sortir. Mais par là, là. Non, non, toujours par là. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit pas la vitre? Oui, tu sens pas l'air extérieur? Ça y est, il est sorti. Bon, ça faisait un moment qu'il était dedans, mais bon, je me disais, bon, il va finir par arriver à sortir. C'est bon, c'est fait. Donc, on va parler de 4 lectures et on va parler de beaucoup de séries, de beaucoup de films, tout ça, tout ça. Donc, on va commencer par la lecture, bien évidemment. Le tout premier dont je vais vous parler, c'est La femme en feu de Lisa Bach, aux éditions L'Archipel. On est dans du suspense. On va suivre ici une jeune journaliste qui fait équipe avec son patron pour retrouver un tableau volé, disparu, pris par plusieurs personnes durant la Seconde Guerre mondiale. Où est parti ce tableau? Où se cache-t-il? Qui l'a en sa possession? Ils vont enquêter, revenir donc dans le passé, au moment où ce tableau a été peint par un grand peintre allemand, qu'on va alterner un petit peu entre le passé et le présent. Le jeune journaliste, c'est une personne intime qui a un lien avec ce tableau, qui leur demande de le retrouver. À partir de là, on va suivre plusieurs personnages dans toute l'histoire, également le méchant de cette histoire, du pourquoi, du comment. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce que j'ai aimé, c'est que c'était scénarisé. On a vraiment l'impression d'avoir un film qui défile devant nos yeux. Ça va être une très belle adaptation. Ça pourrait, non, ça va être, parce que ça a été... les droits ont été achetés par Sharon Stone et donc elle va produire et elle jouera également dans ce film. Je pense que ça va être un film assez sympa. Il n'y aura pas de temps mort. On est sous fond d'art, tous ces tableaux, tous ces vols qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, tous ces grands artistes peintres qui ont été bafoués, qui ont tous ces œuvres qui valent des millions, qui ont été cachées et qui ont été réquisitionnées par le Troisième Reich. Vraiment, c'est voilà, sous fond d'histoire, dans le présent et un petit peu dans le passé, on va suivre ces personnages. J'ai énormément été touchée par le personnage d'Elias, qui est un des personnages de cette histoire, qui est tout en pudeur, tout en retrait et hyper secret, même jusqu'à la toute fin de l'histoire, on sait très peu de choses sur lui. Il arrive à un moment de sa vie où il a besoin de réponses. Et vraiment, moi, il m'a énormément touchée. J'ai versé la larme. J'ai pensé à Henri aussi. J'ai vraiment beaucoup pleuré. Alors que lui, que ces personnages-là ont retenu les larmes et tout. J'ai beaucoup aimé la journaliste, Adam. Enfin voilà, il y a beaucoup de personnages qui sont très très attachants dans cette histoire. Ça se bouffe. Il fait 400 pages, 370 pages. Franchement, vous ne les voyez pas passer. J'ai passé un excellent moment de lecture. C'est rythmé. Il se passe toujours quelque chose. Le fait que le méchant participe à cette lecture et à sa propre histoire, où nous, on est spectateurs de ce qui se passe, c'est hyper sympa. Franchement, il y a des trucs qui sont assez difficiles. Sans l'être aussi, parce que c'est pas pathos. Et voilà, c'est rythmé. C'est rythmé sous un fond de lenteur quand même, puisque c'est une enquête. Ils vont pas trouver les solutions, ils vont pas trouver ce qui se passe vraiment, ou qu'est-ce qui s'est vraiment passé à cette époque-là. Les papiers étaient falsifiés par les nazis en plus pour s'approprier les biens d'autrui. Donc c'est assez compliqué en fait de mener l'enquête. Donc c'est ce qui était bien aussi, c'est qu'il y a une grosse part de réalité dans cette histoire, sur des faits qui se sont passés, et du déroulement d'essayer de retrouver ces tableaux, ces œuvres d'art.
Vraiment, c'était trop bien. Vraiment, si ça vous tente, vous voulez un petit suspense, un peu entraînant, un peu film, action, avec des personnages hyper attachants, je vous conseille ce roman. Avec une héroïne, bien évidemment. C'est une héroïne sur le devant hein, qui porte le film. Pas qu'elle, il y a d'autres femmes aussi qui sont présentes, donc elles sont très fortes dans cette histoire. Et c'est le petit plus, c'est que pour une fois, sur le devant de la scène, ce sont des femmes qui portent un petit peu l'histoire. Pas que, bien évidemment, il y a des hommes aussi, hein, mais sous le fond historique de la Seconde Guerre mondiale, on a des femmes. Vraiment, Annika, même si c'est un personnage vraiment très secondaire, parce que il y a un lien avec ce tableau, j'ai été bouleversée en très peu de lignées, en très peu de mots. Voilà, il y a beaucoup d'émotions, mais sans entrer trop dans les détails, il n'y en a pas besoin. On se visualise très très bien les faits, et donc du coup, ça mène aussi beaucoup d'intérêt au récit. Des fois, on est en manque d'explications et de choses, mais là, c'est pas du tout le cas. Voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Je suis ravie de l'avoir demandé parce que j'aurais pu passer à côté. C'est surtout l'accroche qui m'a. Et le fait ici, qui est l'aigle ici, qui m'a donné envie de le demander. Et j'ai bien fait parce que c'était très sympa. Donc, je vous le conseille. Ensuite, on va passer à notre roman. Comme ça, j'aurais fait 2 romans et après, on va parler un petit peu séries et films. Le deuxième, c'est Enquête de la brigade mythologique, le tome 2. Le tome 2, c'est Cupidité et autres dangers. Je crois que c'est ça, le numéro 2, de T.J. Nichols. On est ici dans de l'imaginaire. Ça mélange un peu tous les styles, puisqu'il y a de la SF, de la fantasy et du fantastique. Voilà, l'auteur a créé un sacré univers. Dans la première opus, on suivait donc un enquêteur humain qui découvre des cadavres d'êtres surnaturels, puisque des scientifiques ont créé des trous noirs, ce qui a aspiré une autre Terre et a catapulté la Terre avec une autre Terre. Voilà. Ce qui crée un nouveau monde, une nouvelle Terre, qui doit... on doit cohabiter, nous les humains, avec des créatures surnaturelles. Voilà, ça c'est le top départ. Vous pouvez avoir toutes les créatures possibles imaginaires. Vous avez les vampires, vous avez les satyres, vous avez les dragons, vous avez... voilà, il y a plein de sirènes, des tritons, vous avez plein d'êtres surnaturels qui peuplent la Terre au milieu des humains. Ça fait 10 ans qu'ils sont sur Terre, au moment où nous, on démarre l'histoire. Et il y a encore beaucoup de conflits, de ségrégation, voilà, de haine envers les créatures surnaturelles, qui au final subissent elles aussi. Donc il y a beaucoup de mésententes. Donc ce policier humain fait partie d'une nouvelle unité qui est créée, une brigade pour les êtres mythologiques, qui va enquêter un petit peu et faire le lien entre les humains et ces créatures. Dans le premier opus, un cadavre est retrouvé et il va devoir travailler, pardon, je vais y arriver, avec un autre personnage qui est lui un être surnaturel, qui fait partie, lui, on va dire, de l'ambassade des êtres surnaturels. Et donc, ils vont se lier ensemble. Et de là va débuter en plus une attirance entre ces 2 personnages qui se sont déjà croisés furtivement, rapidement. Et on va devoir créer un nouveau duo. Et donc, dans ce tome 2, on les retrouve. C'est du slow burn. L'auteur prend son temps. C'est vraiment aussi la vie d'entre les humains et les êtres mythos qui prime. C'est les enquêtes aussi, un petit peu. Et il y a un bon mix des deux, il y a une belle balance. Dans ce deuxième opus, on va dire que sur la relation, on n'avance pas énormément, comme certains le voudraient. C'est pas ça du tout. On est vraiment sur les complications qui sont en place. Il est flic, il est humain. Ils ont vraiment une haine contre les mythos. Lui, pas forcément, bien sûr, puisqu'il est attiré par un être surnaturel, mais ça complique un petit peu la donne. Et l'autre personnage, lui, est un ambassadeur des êtres mythologiques qui peuvent prendre mal, qu'ils se retournent un peu contre eux pour être avec un humain. Donc il y a vraiment une dynamique là-dessus sur la complexité des êtres totalement différents qui ne conçoivent pas non plus les relations de la même façon. Nous, humains, on voit les choses pas toujours... sur le long terme, une voiture d'un soir, etc. Donc il y a vraiment un conflit dès le départ entre eux, mais une attirance forte.
Donc chacun va essayer d'avancer, de reculer, de se poser des questions, voilà. Et donc la relation est vraiment du slow burn. Il y a beaucoup de complications qui se mettent au milieu. Voilà. Donc j'ai aimé que ça prenne son temps. Donc j'ai hâte de découvrir le prochain opus, à voir comment ça va se passer. Donc si vous n'êtes pas friand des relations qui vont trop vite, de beaucoup de scènes de sexe, dans ce roman-là, dans ces deux opus-là, vous n'en avez pas beaucoup. C'est sous-jacent parce qu'il y a une forte attirance entre les deux personnages. En plus, il y a des problèmes pour un des deux, enfin encore autres. Donc vraiment, ça complique beaucoup la relation. Donc du coup, ça prend beaucoup son temps. Dans ce deuxième opus, on va découvrir des vols sur les êtres mythologiques. Et donc, ils vont enquêter une nouvelle fois. Voilà, ça c'est le deuxième opus. Et surtout, on est vraiment ancré sur la relation dans ce deuxième opus et dans les difficultés et complexités de leur relation. Donc vraiment, je vous le conseille. Moi, j'aime beaucoup parce que voilà, ça allie les deux. Si vous aimez que ça aille plus vite, peut-être que ça vous plaira pas. Voilà. Moi, j'aime bien. À voir, j'aimerais quand même que dans le tome 3, on avance un petit peu, puisque là, on a quand même, entre le tome 1 et le tome 2, vu différents aspects de la relation. Donc j'aimerais bien dans le tome 3 être encore surprise une nouvelle fois et avoir un autre aspect encore de la relation. Voilà. Donc je vous le conseille fortement aussi. Ensuite, je vais vous montrer mes lectures en cours tant que j'y suis. Donc je suis toujours en audio-livre dans celle que je suis de Claire Norton. Je me régale. Vraiment, cette histoire est hyper bien. Je suis à 255 pages sur les... Je sais plus, il fait 300... Non. Sur les... Ouais, je vais y arriver. Sur les 392. Donc bon, il me reste pas grand chose non plus. 140 pages à terminer à peu près. Ça se passe très 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 bien. Vraiment, c'est fort en émotion et en même temps, il y a beaucoup de recul. C'est vraiment très très bien amené par l'autrice. Il y a beaucoup de choses. Voilà, j'aime énormément. Et le deuxième, ça c'est ma lecture papier. C'est De magie et de vapeur. Il est tout petit. C'est ma lecture en cours. Je l'ai commencé hier soir lors d'un live au Twitch. Et là, je vais le terminer largement ce soir, je pense. Voilà pour celui-ci. On est dans du steampunk quand même. On est en 1881, un petit peu dans du western, avec du steampunk et tout. Vraiment, c'est trop bien. D'entrée, on est dans l'histoire. D'entrée, on est dans la relation avec les personnages. Enfin, tout est super bien. Mais on en reparlera quand j'aurai terminé. Donc ça, c'est fait aussi. Alors, donc ça, c'est fait. Je cochais, moi. J'aime bien cocher. Vous savez que j'aime cocher. Voilà. Écoutez. Donc ça, c'était pas fini. Et ça, c'est pas fini. Voilà. J'avais dit 4. Ah mais non, j'ai pas coché le bon. Mais quelle est cruche, celle-ci. Mon Dieu. Attendez, je me le raye parce que sinon, après, je vais oublier de vous en parler. Voilà. Donc écoutez, on va parler de séries. J'ai regardé The Requite avec Noah Centineo ou Santeo. Enfin bon, bref, on m'en fiche le nom de famille. Vous avez l'image, il est dessus. C'est lui sur l'affiche. Pardon, je vais y arriver. J'ai pas fini la série. Je suis pas plus entraînée que ça. Il me reste un épisode ou deux, je crois, à regarder. Je peine vraiment énormément. Non, j'ai pas du tout accroché, vraiment pas. J'ai pas compris. Il y a des avocats là, qui lui mettent des bâtons dans les roues. Enfin, vraiment, c'est décousu, je trouve. C'est pas addictif. Le mec, voilà, non, il y a rien qui va. Donc, écoutez, voilà. Quand je sortais en plus de The Night Agent, donc effectivement, ça a pallié. Ça l'a pas fait. Malheureusement, je ne sais même pas si je la finirai, si je finirai la saison 1. Pour l'instant, je n'ai pas envie d'y retourner. Donc écoutez, on va rester là pour le moment. Ensuite, j'ai regardé les Charlie's Angels, nouvelle génération, je dirais, puisque j'avais regardé à l'époque la série. Quand j'étais toute petite, je regardais la série. Et aussi celle avec Cameron Diaz et Lucy Liu. Et là, j'ai regardé donc celle avec Kristen Stewart. Bon, action. Vous posez le cerveau, vous regardez, c'était sympa à voir, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'était sympa, c'est un peu rocambolesque, il n'y a pas de fond, vraiment, je trouve, au niveau des personnages, mais ça se laisse regarder. Voilà, c'est un film d'action, donc je lui demande pas forcément la même chose que, par exemple, les films dont je vais vous parler après. Forcément, on n'est pas du tout sur la même chose. Mais voilà, j'ai passé un bon moment, visuellement c'est fort agréable, les jeunes femmes sont magnifiques,
Voilà, il y a des gadgets, voilà, il y a de l'action, un peu de sentiment, mais pas trop. Et du coup, le personnage qui joue dans The Requite, là, Noah Santino, là, non, c'est pas ça en plus son nom, je sais, mais désolé. Il joue dedans aussi. Il fait une apparition. Il a un petit rôle, mais il joue dedans. Ensuite, on va parler de Je verrai toujours vos visages, qui est un film qui est sorti au cinéma avec Laila Bekti, Gilles Lelouch, Miu Miu, Elodie Bouchez, Fred Testu, il y a qui d'autre? Enfin voilà, un beau panel d'acteurs français qui, dans cette histoire, vont nous parler de la justice restaurative. C'est mettre en face à face des victimes et des coupables. Alors ça peut être des vols, ça peut être plus grave, ça peut être voilà, des agressions, enfin peu importe. Et on les met en face pour que chacun puisse, enfin que les victimes puissent, elles, pouvoir sortir un petit peu ce qu'elles ont parce qu'elles n'arrivent pas à vivre avec ce qu'elles ont vécu et montrer aux coupables tout le mal qu'ils peuvent faire au-delà de ce qu'ils veulent, c'est-à-dire voler trois trucs, gratter de l'argent, ça peut être voilà. Et vraiment, ce film, et il y a Adèle Exarchopoulos, je ne sais pas si je le prononce bien, qui fait une prestation dans ce film. Donc la justice restaurative, ça peut être face à face, deux personnes, hein, une personne vient demander justement une justice restaurative parce qu'elle en a besoin pour avancer dans sa vie, et ça c'est en huis clos, et ça peut être aussi une table ronde avec plusieurs intervenants, plusieurs victimes, plusieurs coupables, des gens qui vont, des animateurs qui vont échanger. C'est un film qui est un peu un huis clos puisque ça se passe quand même beaucoup dans ces pièces, beaucoup dans le parler. Et pourtant, ce film, il a une portée, il a une force, il a, juste par les mots, par les interactions, les sentiments et les émotions des personnages, ce film, il est hyper fort. Il peut être vu par d'un ado à une personne âgée, hein, tout âge, sauf un enfant, forcément, ça va peut-être pas l'intéresser, mais des jeunes ados ou des ados, c'est un film à voir, c'est percutant, c'est bouleversant, c'est touchant, et c'est pas larmoyant au possible, pas du tout. Il y a une espèce de pudeur et en même temps une espèce de flash d'émotion entre la tristesse, la rancœur, la colère, la non-acceptation, puis la culpabilité. Enfin voilà, il y a plein d'émotions, il y a plein de choses qui viennent entrer dans le jeu, dans ce film, porté à l'écran par des personnages. Je trouve la prestation de Miu Miu, elle est formidable dans ce film, et Fred Testu, c'est pareil. Il y a une espèce d'émotion forte. Adèle aussi, qui est une femme forte et qui est tout en retenue. C'est énorme. Vraiment, ce film, je vous le conseille plus. J'en ressors, j'ai eu un coup de cœur pour ce film. Vraiment, il est magnifique. Il dure 2 heures. Je ne les ai pas vus passer. Mais pas du tout. Pourtant, comme je vous dis, c'est des gens qui sont assis, qui parlent. Mais il y a tellement de choses dans ce film qu'au final, vous ne les voyez pas passer. Vous voyez ces gens qui sont à fond dans cette association, dans cet associatif d'entraide. Mais l'entraide, elle va autant aux victimes qu'aux coupables. Ils sont en fait la Suisse, ils sont neutres et ils essaient d'amener un plus à ces personnes-là, qu'elles soient de n'importe quel bord, partie dans cette histoire, et c'est ce que j'ai aimé aussi. On a toutes les facettes de ces personnes, de ces personnages, de ces caractères différents, de ces mises en situation différentes, et vraiment je trouve que ce film est porté par des superbes acteurs, et en plus qui jouent magnifiquement bien, et l'histoire est super sympa. Je ne connaissais pas du tout la justice restaurative. Voilà, si vous avez l'occasion de voir ce film qui va sortir prochainement, ou qui est encore en salle sûrement à certains endroits, n'hésitez pas à aller le voir, parce que franchement, moi j'ai eu un coup de cœur et je vous le conseille fortement. Voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et le dernier dont je vais vous parler, et après on se retrouvera pour un prochain vlog, c'est Les Trois Mousquetaires. Première partie, puisqu'il y a une deuxième partie qui sera diffusée au cinéma en décembre 2023. Donc dans cette histoire, vous allez retrouver les mousquetaires et d'Artagnan, vous allez retrouver Milady de Winter, Louis XIII bien évidemment, et Richelieu. Donc là, on part sur tout à fait le livre d'Alexandre Dumas,
ou les mises à l'écran qu'il y a eu, les multiples mises à l'écran qu'il y a eu. Je suis allée voir cette nouvelle adaptation, un petit peu de D'Artagnan et des Trois Mousquetaires. Et franchement, c'était génial. Visuellement, c'est super bien. Il y a, pareil, la pléiade d'acteurs qui jouent hyper bien. Vous avez Vincent Cassel, Pio Marmaille, vous avez Romain Duris, vous avez François Civil, vous avez Louis Garrel. Il y a qui d'autre il y a vraiment une grande pléiade d'acteurs qui fait que je trouve que le trio des Trois Mousquetaires est super bien joué par ces trois acteurs français. Le rôle de D'Artagnan est super bien joué aussi. Milady de Winter est jouée par Eva Green, qui fait une prestation magnifique. Je pense que dans cette première partie, le personnage qui m'a le plus flashé, où j'ai le plus croché dessus, c'est Eva Green, dans le rôle de Milady. Je trouve qu'elle a une prestance, elle a un regard, il y a tout. Sans peu de mots, elle arrive à jouer, juste avec sa prestance et ses émotions. Et franchement, donc j'ai deviné quelques petites choses, bien évidemment, pour le prochain volet, on va dire. Mais en tout cas, cette première partie était trop bien. Pareil, il dure 2 heures, je crois. Je ne les ai pas vu passer. Forcément, il y a beaucoup d'action. Hein. L'arrivée de D'Artagnan à Paris, il veut rentrer être mousquetaire. Tout s'enchaîne avec Athos, Porthos et Aramis. Milady et Richelieu font tout pour mettre des bâtons dans les roues à la reine de France. Voilà. Et la prestation que j'ai beaucoup aimée aussi, c'est celle de Louis Garrel en Louis XIII. Que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est un film que je vous conseille. On n'a pas à rougir au niveau des cascades, au niveau de la mise en scène et au niveau de l'action et de la répartition sur tout le film, du niveau, du rythme du film. Vraiment aussi bien qu'un film d'action américain, vraiment. Alors je le dis, peut-être que ça fera lever les yeux au ciel à certains, mais vraiment, la prestation est vraiment bien. On retrouve toute la prestance et je trouve qu'en France on excelle aussi quand même dans les films de cap et d'épée. On est quand même très fort là-dessus et là ça déroge pas. C'est hyper agréable à regarder, les combats sont autant agréables à regarder que tout le reste. On a des femmes portées à l'écran qui sont magnifiques, des costumes qui sont sublimes. Enfin voilà, tout est super dans le film, vous voyez pas le temps passer. J'y suis allée avec mon neveu qui lui a peut-être trouvé, moi il a 12 ans, peut-être quelques petits passages où il s'est un peu ennuyé, mais sinon dans l'ensemble il l'a beaucoup aimé aussi. Voilà, donc je vous le conseille aussi également. Voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, il est encore sur les écrans je pense, et bien évidemment qu'à la fin de l'année j'irai voir la suite, forcément, mais oui. Mais écoutez, j'ai d'autres séries à vous parler, mais on en parlera une prochaine fois, et on parlera aussi d'autres lectures. Je reviens bientôt, très vite. On se retrouve pour la suite du vlog, on est le lundi 8 mai, donc c'est un jour férié. J'en profite pour terminer ce vlog, parler des lectures que je n'ai pas fait la dernière fois et parler films et séries. Donc la dernière fois, je vous laissais, on avait fait un peu le tour de quelques lectures, mais j'ai pas fini de vous en parler parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Alors c'est parti, on est reparti pour un tour. Alors attendez, je m'attrape les bouquins en question. Et bien sûr, j'ai jamais la truc au complet. Ah si. Donc je vais vous parler de Lucifer Box, le club Vesuvius de Marc Gatiss aux éditions Bragelonne. J'ai le format poche. Regardez-moi cette petite beauté. On va faire un instant beauté de l'œuvre. Voilà, il brille et tout, il est magnifique. Donc ici on est dans du steampunk, on est à l'époque victorienne avec Lucifer Box qui travaille pour Sa Majesté, qui est une sorte d'agent 007 de l'époque. Il est envoyé en mission. Voilà pour le gros de l'histoire. On va découvrir ce personnage assez charismatique, assez... il se voit, quoi. Quand il est là, on voit qu'il est là. Voilà. Et là, l'enquête est très sympa. En fait, il y a un déroulé de plusieurs événements différents, racontés à des moments de l'histoire. Et en fait, il va y avoir une ramification tout autour de ce même problème final. Voilà. Donc, il y a plusieurs petites pistes lancées. Donc Lucifer doit faire face à pas mal de choses et en fait tout va quand même se rejoindre dans l'histoire. Vraiment j'ai été captivée, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré le personnage principal, il y a une petite note elle-même en plus dans le roman, ce qui est peu négligeable. Je pense que pour son époque
Lucifer Box était plutôt bisexuel. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai été entraînée, je me suis pas ennuyée. Vous avez un petit peu la découverte de ce personnage, de sa vie, de comment il voit les choses, de l'enquête, de l'action, voilà, plus sur la deuxième partie bien évidemment, parce qu'il faut que l'enquête se mette en place. Et vraiment, je vous le conseille. Moi, je lirai en tout cas le deuxième opus parce que j'ai vraiment passé un super moment. Le bouquin est vraiment très très beau. En plus, les entêtes de chapitres, alors je vais pas vous en trouver là, bien sûr. Voilà, les entêtes de chapitres sont très très belles. On a des illustrations par moment. Je vais pas en trouver. Si, j'en ai trouvé une ici. Ben non, je vais plus la trouver. Là, on a des illustrations. Bon, je me mets à filmer. Raymond rentre alors qu'il n'est pas venu la journée. Voilà, des illustrations. Donc tout est très 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 beau. Déjà au niveau de l'ouvrage. Alors, désolé, je suis allée ouvrir le fauve. Donc, la partie steampunk est plutôt présente sur la deuxième partie du roman, un peu plus imprégnée dans la seconde partie du roman. Où tu veux aller? Excusez-moi. Mais, excusez-moi, mais... Ah ben d'accord, on est toujours bien derrière la caméra. Donc voilà, une très très bonne lecture, une chouette découverte. Ça faisait un long moment qu'il était dans ma palle. Je l'avais acheté à l'époque où ce format-là est sorti, avec cette jolie couverture. Rochelle l'avait lu entre-temps et avait beaucoup aimé. Donc là, voilà, c'était notre lecture du mois d'avril, puisque c'était avril autour de la SF. Et franchement, belle découverte. Je lirai absolument le tome 2. Malheur pour nous, la traduction du tome 3 ne se fera pas, je pense... Enfin, pas chez Bragelonne. Peut-être un jour, chez quelqu'un d'autre. Peut-être si d'autres veulent reprendre l'ouvrage. Mais bon, bien dommage parce que on en apprend un petit peu sur Lucifer sans trop en découvrir non plus. Alors, c'est pas beaucoup dans les... Alors, il y a une petite histoire d'amour. Enfin, alors, non, faux. C'est pas une histoire d'amour. Il y a une petite relation, on va dire, dans cette histoire qui n'est pas assez approfondie à mon goût, mais parce que ce n'est pas le but du roman, je pense. Et il n'y a pas beaucoup d'émotions dévoilées. Mais il y a des petites touches par moment entre Lucifer et cette tierce personne, des petits passages qui montrent qu'il y a quand même une certaine affection qui s'installe. Mais voilà, la relation n'est pas sur le devant de la scène. Ici, on est vraiment dans une enquête avec un dandy, un gentleman. Voilà, pour moi, c'est une réussite. Je lirai la suite. Alors, attendez, je prends toujours mon petit stylo que je ne sais plus, que je vais poser ici. Donc, Lucifer Box, on est bon. Ensuite, je vais vous montrer la lecture que j'ai entamée, qui est ici, que je vais me dépêcher parce que j'ai le live Twitch qui va commencer bientôt. À Fantasia, Le Prince de Sang de Rochelle Kirst. C'est ma lecture en cours, lecture commune du mois que je vous ai proposé sur mon compte Instagram et sur la chaîne Twitch. Là, on l'a commencé hier en lecture. J'ai déjà bouffé 100 pages. Ça démarre très très bien. On est direct plongé dans l'histoire. Mais j'en dirai pas plus parce que c'est pas le lieu. Je veux avoir bien avancé et vous terminer ce roman pour vous en parler lors d'un vlog qui lui sera consacré bientôt. Voilà, c'est de la dark fantasy. MM pour ceux qui demanderaient. Alors, on continue avec une petite nouvelle qui s'appelle De magie et de vapeur. Le tome 1, c'est À la poursuite de l'ingénieur de C.S. Poe. Je découvre cet auteur. Je l'ai vu pas mal de fois, très souvent passer. Surtout avec Snow Winter, je crois que c'est ça. Son héros, voilà, c'est du romantique suspense. Ici, c'est du steampunk. On est dans une sorte de western. Et on va découvrir un enquêteur avec des pouvoirs. Qui recherche un ingénieur fou, voilà, qui a créé des machines et qui veut foutre le chaos, voilà, pour la faire simple. Et il va s'allier à un hors-la-loi. Voilà, le début, c'est ça. C'est tout petit, ça fait 100 pages. Malheureusement, s'il y avait un bémol à dire, c'est que c'est trop court. On découvre donc nos deux personnages qui sont l'agent spécial Gillian Hamilton et l'autre, c'est Gunnar le Terrible. Au-delà de ce petit nom qui n'est pas, voilà, qui n'est pas les plus sympatoches, c'était hyper sympa. Alors, il y a tout ce qu'il faut quand même en 100 pages. Je trouve que c'est très bien mené. Il y a de la romance, il y a le début de la relation, on découvre les personnages, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont, etc. Il y a aussi de l'action, il y a une résolution d'enquête. Voilà.
donc c'est un peu du suspense, romantique suspense aussi, mais plutôt à la sauce steampunk fantastique. Et ce petit univers western m'a beaucoup plu. Il est certain que je demanderai la suite parce que j'ai beaucoup aimé. Voilà, mon seul bémol, c'est 100 pages. C'est un peu ras, je trouve. C'est un peu radin de la part de l'auteur. Voilà, mais bon, c'est un choix. C'est une petite nouvelle. Donc en tout cas, pour une nouvelle, elle est amplement suffisante, c'est certain. Mais il l'a bien menée. Il a réussi en 100 pages à construire totalement une histoire. J'ai beaucoup aimé, c'était très sympa. J'ai hâte de retrouver les deux personnes puisqu'on est vraiment en 100 pages, on ne peut pas avoir une relation complète. Hein. C'est pas possible. Hein. Donc on a un début de relation entre ces deux personnages qui m'a beaucoup plu et j'ai hâte de découvrir la suite. Donc ça c'est certain que je le demanderai. Et puis l'œuvre, là aussi, hein, on est sur un roman qui est très 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 joli. Voilà pour celui-là. Je n'avais pas grand-chose à vous dire, puisque 100 pages, et bien, mon avis est aussi court. C'est très bien, c'est très rythmé, la relation est très sympa, ça va doucement quand même, parce que en 100 pages, heureusement qu'on m'a pas pondu une histoire où il s'émère jusqu'à la fin des temps, parce que là, je pense que j'aurais levé les yeux au ciel. Il y a de l'action, le steampunk est très très présent dans cette histoire. La plume m'a beaucoup plu. Le fait d'être dans ce petit univers western, enfin, tout ça, vous aurez compris. C'est très concluant, je lui mets un 18 sur 20. C'est dommage que ce soit une nouvelle. J'aurais bien aimé que ce soit un roman complet. On continue, et je fais passer tous les romans là. Ah non, je vais parler. Non, je vais changer. Donc, j'ai commencé à regarder la série En Traître, qui est une série en 6 épisodes, je crois, ou 7, je sais plus, qui est une série britannique où on va suivre, alors je vais me décaler un petit peu pour vous insérer l'image, qui est une série avec un agent du MI6, et puis un meurtre est commis, c'est le chef du MI6 qui est visé. À partir de là, on va découvrir que notre agent, nous que l'on suit, a eu à l'époque, jadis, une relation avec une espionne russe. Voilà, lui aujourd'hui, il devient chef du MI6 puisque son patron s'est fait dézinguer. S'est fait outer. Donc il prend sa place et là, de fil en aiguille, le pauvre, il mène plus rien. Il se fait mener par le bout du nez. Et à partir de là, les événements vont s'enchaîner. C'est avec l'acteur qui joue Daredevil. C'est assez sympa. Il me reste le dernier épisode à regarder que j'ai pas terminé. C'est pas mon. Alors j'aime beaucoup le style espion, hein, vous savez, diplomatie, politique, complot, intrigue, tout ça, j'adore. Sous couvert des différents États, voilà, avec des unités, avec des agences gouvernementales, ça marche toujours très bien. Donc bon, c'est sympa, mais c'est pas The Night Agent, quoi. Voilà, pour comparer. Dernièrement The Night Agent. Donc du coup, je suis aussi partie dans la série La Diplomate, qui est avec Kerry Russell. Kerry Russell, je l'ai découvert quand j'étais ado dans la série Felicity. Je ne sais pas si vous avez vu cette série. C'est une jeune fille qui tombe un peu à la sortie du lycée, qui est amoureuse d'un gars et qui va tout faire pour le suivre un petit peu à New York. Et du coup, elle va rencontrer un autre jeune homme. Et voilà, ça va tourner autour de ce trio. Et des sentiments et des émotions de Felicity dans la ville de New York. Et franchement, j'adorais à l'époque. Voilà, c'était trop trop bien. Après, elle a joué dans The American. J'ai vu les 3 premières saisons. Je l'ai jamais vue jusqu'à la fin, et là j'ai vu qu'elle était dispo sur MyCanal, donc je pense que c'est une des prochaines séries que je vais reprendre. Et donc là, je l'ai découverte dans La Diplomate, qui est une nouvelle série. On est ici avec l'ambassadrice américaine au Royaume-Uni. Bon gré mal gré, elle prend le poste. Elle a un mari qui est ambassadeur aussi, mais qui est un petit peu, on va dire, à la retraite. Et elle va devoir faire face à la politique intérieure du moment. Donc on a vraiment, par exemple, le conflit en Ukraine. Voilà, on est vraiment sur la politique actuelle. Et elle va devoir jongler. Elle qui était ambassadrice plutôt dans des pays plutôt où on avait besoin d'elle, dans le sens où peut-être elle était à Kaboul. Voilà, donc elle n'était pas devant les feux des projecteurs, tandis que là, au Royaume-Uni, elle est quand même voilà, au cœur du poulet, on va dire, avec les grandes puissances et les grands dirigeants de ces puissances. Donc on va la suivre. Au-delà de ça, on va la suivre dans sa vie personnelle avec son mari, son installation au Royaume-Uni, la découverte de ce qui se passe, parce qu'il y a un événement qui déclenche tout, qui la met en place, et les petites ficelles qui sont tirées depuis la Maison Blanche. Franchement, cette série, je vous la conseille à puissance 20 000. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une série comme ça, où chaque épisode est haletant. J'ai adoré The Night Agent, et je pense que celle-là, elle ne déroge pas à la règle. Elle est aussi bien que The Night Agent, voire plus,
La saison 2 est en plus, ça y est, confirmée. Donc on aura une saison 2. Ça finit en plus. Il faut la saison 2. Voilà, c'est hyper bien. Chaque personnage de cette histoire est hyper important. J'ai tous trouvé qu'ils jouaient hyper bien. C'est hyper bien tourné. C'est voilà, elle est malgré elle projetée à vouloir aller à des cocktails et tout, ce qui n'est pas du tout son kiff. Voilà, elle était en fait à la base attachée à l'ambassadeur. Et du coup, en montant de grade, elle est devenue ambassadeur quelques années avant. Et donc là, elle a un poste, quand même, l'ambassadrice au Royaume-Uni est quand même voilà, au cœur des puissances et de tout ce qui se passe dans le monde, plus que dans le petit pimpoy du village au fin fond de, je sais pas moi, d'une grotte. Donc vraiment, je vous la conseille, c'est hyper bien tourné, c'est hyper intéressant. Il y a des moments drôles, il y a des moments intenses. Voilà, c'est vraiment un bel équilibre. L'actrice qui joue, donc la diplomate qui est Kerry Russell, joue hyper bien. Je trouve qu'elle est géniale. Il y a une scène emblématique au fond du jardin avec son mari, mais je m'en suis payé des barres de rire. Vraiment, ce duo, alors il est exaspérant au possible, hein. Franchement, il me sort par les yeux, mais en même temps, ce duo amène tellement de choses dans la série. Voilà, et petit coup de cœur pour le ministre des Affaires étrangères anglais, qui est, voilà. Je trouve que le duo avec l'ambassadrice est hyper bien. Donc il me tarde de voir la saison 2. Voilà pour celui-là. Et ensuite, je vais me dépêcher. Non, je vais pas pouvoir parce que là, j'ai besoin d'aller en live. Mais je vais finir quand même. J'aurai un peu de retard sur le live, c'est pas grave. Donc, je vais vous parler de Target de Alba River aux éditions Hugo. On est ici dans du romantique suspense encore une fois. Cette fois-ci en MF, en romance hétérosexuelle. On va être avec une jeune femme qui fréquente un gars de la mafia, je vais vous faire simple. Donc ils font des trafics de drogue et elle se fait arrêter par une unité d'intervention, le GIGN, une unité du GIGN. Et voilà, ça démarre comme ça, on va dire. Elle rencontre donc un des agents du GIGN sans savoir qui c'est, puisque vraiment ils sont un peu légèrement cagoulés. Et l'histoire démarre comme ça, en fait. Elle veut se sortir, je pense, de l'enclos où elle est, hein, parce que c'est un peu une cage. Hein. Voilà, elle vit une vie pas facile avec ce trafiquant. C'est pas tout rose. Voilà, et on va avancer comme ça dans l'histoire. Je vous en dirai pas plus. Ça, c'est le tout début. Voilà, elle se fait arrêter. Voilà. Et puis, à partir de là, tout s'enchaîne. J'ai beaucoup aimé la plume de Alba River. J'ai beaucoup aimé la construction de son récit. Tout m'a plu dans cette histoire. Vraiment, le personnage principal masculin, forcément, il est à tomber. Aaron, on ne peut que craquer sur lui. Alternance de points de vue, donc ça amène de l'intensité. On ne s'ennuie pas. Il n'y a pas de temps mort. Si j'ai 2 bémols, c'est qu'à un moment donné, au début du livre, il se passe des événements. Et j'ai tiqué sur un événement, je peux pas vous le dire, malheureusement, parce que ça serait spoilé, mais qui m'a trottiné dans la tête pendant un bon moment. Je me suis dit, mais quand même, mais il y a que moi que ça choque ou comment ça se passe? Ou alors, je visualisais mal la situation, mais non, je pense pas. Et la deuxième chose, j'ai trouvé que le passage à je t'aime, pour la vie, à la mort, tout ça, c'est allé un peu vite à mon goût. Voilà. Je trouvais que c'était un peu waouh. Alors c'est sûr que c'est sur une grosse intensité, on a vraiment de l'intensité tout le temps dans le récit. On a, voilà, entre la relation des 2 personnages, c'est très fort, c'est fusionnel, c'est passionnel, et en même temps on comprend aussi cette urgence, ce besoin, ce fait de se trouver enfin, de trouver peut-être en face de nous la personne. C'est comme une évidence en fait. Voilà, donc ça je le conçois. Moi les romances rapides c'est pas trop mon truc, j'aime bien quand ça prend son temps aussi. Mais là c'est l'urgence qui fait que, on le comprend aussi. Les personnages secondaires sont hyper bien. J'aimerais bien d'ailleurs avoir une suite avec 2 personnages qui sont la sœur du héros, la sœur de Aaron avec un autre personnage. J'ai beaucoup aimé l'immersion dans l'unité d'intervention, l'unité d'élite. C'est hyper bien mené, c'est hyper intense. On sent qu'elle a bien travaillé le sujet de ces unités, de savoir comment ça fonctionne. Voilà. Vraiment, de A à Z, ce roman, il est hyper bien mené. Il fait 500 pages 580. Il se bouffe, vraiment, il se bouffe. Tout est parfait en fait, tout est parfait, hormis moi, mon petit bémol, que ça allait un peu trop vite, et le truc où j'ai tiqué sur le début du roman, qui ne remet pas le roman en question, mais moi qui m'a fait un peu, j'étais là,
Bon, ok. Hein. Voilà. Je pense je comprends pourquoi il plaît déjà, et moi il m'a beaucoup plu aussi. J'ai passé un très bon moment de lecture, donc je vous le conseille. Chez Hugo, je le dis pas souvent, donc faut en profiter. Voilà, là c'est le cas en tout cas. C'est un très très bon livre. Je trouve que la plume est très forte. Je trouve que l'alternance de point de vue, les personnages sont magnifiques. Les personnages, le personnage d'Aaron, je pense que voilà, on ne peut que crocher dessus. Sa sœur. Il y a d'autres personnages aussi. Enfin, il n'y en a aucun qui est laissé. Si elle nous présente des personnages, il n'y en a aucun qui est laissé pour compte. Voilà, elle a vraiment étoffé ses personnages, les caractères, les différentes choses. Et j'aimerais beaucoup revoir la sœur de Aaron parce que on a beaucoup de choses qu'on a compris, mais qu'on aimerait revoir peut-être à l'écrit, approfondir un petit peu plus, et avec un des personnages de l'unité d'élite. Voilà, donc peut-être, je sais pas. Je vais à Vandargue ce week-end, donc peut-être que je poserai la question à l'autrice, si j'ai la chance de pouvoir aller lui faire dédicacer le livre. En tout cas, forcément que je vous le conseille, c'est une très très bonne lecture, je lui mets un 18 sur 20. Eh bien écoutez, on a fait le tour, parce que là je suis bien en retard, c'était à l'écart, donc bon, il est 20 presque. Et la dernière, je veux le mettre ici quand même, c'est la série La Reine Charlotte, que j'ai regardé ce week-end. Là, c'est tout frais, hein, je l'ai fini hier, qui est un spin-off des Bridgerton, qui est vraiment excellent. Je vous ai mis un petit message sur Instagram, justement, pour vous faire le retour. C'est excellent. Je pense que c'est au-dessus des Bridgerton, parce que Bridgerton, il y a quand même une part de légèreté, on est vraiment axé sur la romance, tandis que là, il y a vraiment beaucoup de profondeur, et c'est assez sombre, c'est douloureux, c'est beau, voilà, on est emporté par la passion, en fait, de ces deux personnages qui sont Charlotte et George, Henri et George, qui sont jeunes, et qui sont aussi à l'époque où on les connaît dans les Bridgerton. On avait entreaperçu beaucoup de choses dans les Bridgerton, mais là on approfondit vraiment, on les découvre quand ils sont tout jeunes, quand ils vont se marier, quand ils se sont rencontrés, les difficultés qu'ils vont rencontrer, le poids qui pèse sur leurs épaules, vraiment c'était excellent, c'était bourré d'émotions, c'était les musiques, il y a une musique à la fin qui m'a déchiré le cœur, Brinsley et Reynolds, voilà, mon seul bémol c'est de ne pas avoir le fermot d'histoire sur Brinsley et Reynolds. Peut-être qu'on les aura dans les Bridgerton, pourquoi pas. Ça serait peut-être bien parce que c'est vraiment deux personnages qu'on nous met sur le devant et on a l'impression de ne pas avoir de fin pour eux. Et ouais, comme un raté, quoi, si c'était pas terminé. Je vous la conseille fortement, vraiment. Je trouve qu'elle est encore meilleure que les Bridgerton parce que je vous dis, elle a plus d'intensité. On retrouve tous les codes de Bridgerton, hein, la musique, les tenues, un peu d'humour, et on retrouve ces femmes qui sont des quarantenaires dans les Bridgerton, mais jeunes du coup. Il y a beaucoup d'intensité, le fait de changer présent-passé, ça amène beaucoup de rythme à la série. Elle est hyper rythmée par rapport à Bridgerton, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus rythmé, il se passait beaucoup de choses dans un seul épisode, on était entraîné à regarder la suite, la fin m'a tiré, enfin non, il y a 6 épisodes, je crois que j'ai pleuré je ne sais pas combien de fois dans la série, en 6 épisodes, je trouve que c'est chapeau, c'est magnifique l'histoire d'amour entre Charlotte et George est sublime. Les deux jeunes personnages qui jouent la reine et le roi, jeunes, sont sublimes. Et Lady Danbury, qu'elle soit jeune ou qu'elle soit âgée, je trouve que cette actrice, enfin ces deux actrices du coup, ce personnage est magnifique. Je peux que vous conseiller cette série si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous conseille quand même toutefois de regarder les Bridgerton avant, sinon ça va vous spoiler, vous allez apprendre des choses mais ça va vous couper l'herbe sous le pied quand vous allez regarder les Bridgerton. Donc regardez les Bridgerton et après regardez les 2 premières saisons des Bridgerton et après regardez La Reine Charlotte. C'est une énorme réussite, c'est un gros coup de cœur pour cette mini-série et Kirker Love sur Brinsley Reynolds. Qui sont voilà, je trouve dommage, vraiment je trouve dommage, ça a un peu coupé le truc. Et la dernière musique qui est une musique très très connue qu'ils ont remixée au violon est splendide, franchement voilà, ça m'a arraché sur les 6 épisodes, c'était le final, j'avais pleuré je sais pas combien de fois, je pense que j'avais les yeux comme ça à la fin, tellement qu'il y a d'intensité, d'émotion dans cette série, voilà, donc c'est une énorme réussite, énorme coup de cœur. Ça y est, j'ai fini. Bon, je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un pouce sur la vidéo, à la partager. Et on se retrouve pour un prochain vlog très bientôt. Et bonne lecture à tous. Bisous câlins.